Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Hier, tu étais à la présidence. Oui, hier. En costume, cravate, clopin, clopin. Ouais, j'étais au palais hier pour la première conférence de presse du conseiller spécial porte-parole de la présidente de la République, donc M. Théophane Zambiyore. Et effectivement, j'étais en costume cravate. Non, je t'embête, je sais que on appelle ça comment? C'est la tenue officielle, c'est la tenue exigée même, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il y a une loi sur le vestimentaire, le code vestimentaire au Gabon. Hein. En administration. D'accord, c'était intéressant. De façon générale, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ce qu'on a eu hier, parce que simplement, Théophane Zambiyore est quand même assez connu au niveau de notre pays comme étant un jeune avec plein de sagacité, comme on dit souvent, dynamique, et qui a su convaincre par la qualité de son verbe, mais évidemment du fait qu'il est quand même au fait de l'actualité politique nationale. Oui. Je rappelle qu'il a quand même milité longtemps dans le Parti démocratique gabonais. Je crois qu'il y est encore, sauf si aux dernières nouvelles, on nous dit qu'il a démissionné. Mais on sait qu'il a été un jeune très très engagé au Parti démocratique gabonais et qu'il est au fait de l'actualité politique. Il a souvent été de ceux-là qui ont plus ou moins porté la voix, parce qu'il faut savoir que je pense que le costume de porte-parole lui sied bien, dans la mesure où antérieurement il a quand même eu à bénéficier de la confiance. En 2023, par exemple, il a été porte-parole d'Ali Bongo, ce qu'il a également été en 2025 pour Oligui Nguema, ce qui sous-entend qu'on ne pouvait pas s'attendre à mieux en termes de discours, en termes de présentation, en termes même de prestance. Et évidemment, bon, on pourrait lui attribuer toutes les fautes du monde, sauf celle de savoir parler. Voilà. Donc, c'était très bien en termes de communication, en termes de rapport avec la presse, mais également de la manière avec laquelle il a présenté les choses. Quoiqu'on peut souligner quelques aspects, notamment l'absence un tout petit peu de fond. De fond, quand je dis l'absence de fond, notamment en ce qui concerne un certain nombre de points, je pourrais prendre d'ailleurs qui fera l'objet de notre deuxième partie qui rentre bien en compte dans des éléments qu'on a retenus de cette conférence de presse en rapport avec la suspension de l'accord de pêche avec l'Union européenne. Les populations, du moins l'opinion aurait aimé, ou la presse aurait aimé avoir plus d'informations en ce qui concerne cet accord. Ça tenait sur quoi, quel était le quota, par exemple, en termes de pêche, ou encore quelle était la rétribution financière dont bénéficiait le Gabon. Et c'est autant d'informations peut-être qu'on n'a pas pu avoir, mais également on a aussi relevé qu'il y avait une certaine maîtrise de toutes les questions qui lui ont été posées. On sent bien qu'il a fait l'exercice, du moins il a préparé son exercice et qu'il a travaillé pour permettre à ce que les médias aient de quoi à pouvoir aller servir les populations et de pouvoir édifier tout le monde. Et d'ailleurs, il est revenu aussi bien sûr les aspects en rapport avec l'international, donc la diplomatie. Le président de la République a été à Malabo. Je te rappelle, pour une visite d'État qui a tourné autour de l'île Mbagné. L'île Mbagné qui a été concédée à la Guinée équatoriale par la Cour internationale de justice et qui avait d'ailleurs dans son rendu, comme l'a souligné le conseiller spécial porte-parole, appelé les deux pays à s'entendre, à s'asseoir et à discuter fraternellement de comment ils allaient pouvoir délimiter les frontières qui soient des frontières existantes, donc territoriales, sur la terre ferme, comme on dit, ou des territoires, des frontières maritimes. Parce que si on tient compte du texte ou du traité qui avait été, qui a servi de base pour permettre à la Cour internationale de justice de donner son rendu, eh bien, c'est un texte qui date de 1910. Et ce texte de 1910
au regard de ce qui est appliqué aujourd'hui, a des incidences sur les frontières territoriales. Donc, c'est tous ces aspects-là que le président Oligui allait, du moins qui ont permis au président Oligui d'aller rencontrer son homologue équato-guinéen avec qui ils ont discuté et qui ont abouti à la mise en place, du moins à la décision de mise en place d'un comité mixte qui va discuter de toutes ces questions, de pouvoir clairement défendre les intérêts aussi bien de la Guinée que du Gabon, mais également faire en sorte qu'il y ait moins de fracas, parce que, comme lui-même l'a souligné, sous d'autres cieux, on a vu comment ces questions-là ont été l'objet de guerres et de combats fratricides entre pays africains. On se rappellera encore de l'épisode Bakassi. Là, le Gabon et la Guinée, quand on a la volonté de pouvoir faire en sorte que cette question se règle de la plus belle des manières en amenant, on va dire, les deux pays à discuter, franchement, dans le respect des intérêts des uns et des autres, et de pouvoir bien travailler à faire en sorte que les experts qui viendraient du Gabon et de la Guinée équatoriale s'entendent sur l'essentiel. L'essentiel étant ici de voir comment les deux pays peuvent continuer à vivre fraternellement ensemble dans l'espace qui est le Golfe de Guinée, ou encore l'espace qui est la CAC ou la CEMAC. Et je pense que c'est un travail qui va être fait et qui peut-être va pouvoir dans les prochains jours nous donner plus de lumière sur ce déplacement en Guinée équatoriale. Et puis il a abordé la question de la participation à la conférence de la CAC, dont du moins les résolutions ont été éclipsées par le départ du Rwanda, mais bon, il n'a pas abordé la question du Rwanda. Le Rwanda est parti. Oui, le Rwanda s'est tiré, oui. De la CAC. De la CAC, oui. Parce qu'en réalité, il y a eu, on va dire, une situation pas très intéressante. Ça n'a rien à voir avec la conférence de presse qui a été tenue par le conseiller spécial porte-parole. C'est simplement que c'était le tour du Rwanda de présider, du moins de prendre la présidence de la CAC. Sauf que la République démocratique du Congo n'était pas d'avis et elle a souhaité, de ce que j'ai pu lire ça et là, que ce soit plus ou moins la Guinée équatoriale qui prenne encore le relais, du moins qui garde la présidence pour un an de plus. Tu sais le différent qu'il y a aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda. Donc on ne pouvait que s'attendre à ça. Je crois que les autorités rwandaises n'ont pas digéré cet affront. Peut-être pas un affront, mais cette empathie des autres pays vis-à-vis de la RDC, et ont choisi de partir, quoi. Mais n'empêche qu'il y a aussi, on a pu, moi c'est l'un des moments forts que j'ai pu noter, c'est-à-dire que quand on décide de rompre les accords avec l'Union européenne sur la question de la pêche, on a quand même un certain nombre de points qui ont été énumérés par le conseiller spécial porte-parole et qui sont de nature à pouvoir quand même interroger les Gabonais, parce que souvent, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au sommet de l'État, on ne mesure pas nécessairement l'importance pour notre pays ou encore pour nos pays, mais on est beaucoup plus dans l'esprit de est-ce que la France va accepter, est-ce que l'Union européenne va accepter. C'est par exemple le discours qui a bon train aujourd'hui au niveau de ce qui concerne l'interdiction de l'exportation brute du manganèse pour 2029. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que Eramet va accepter. Et à ce moment-là, on a comme l'impression que nos pays ne sont pas suffisamment souverains de pouvoir prendre des décisions qui soient de nature à pouvoir créer un environnement propice au développement économique ou social et qui favoriserait, on va dire, cette ambition de puissance dont nous avons. Donc, on va essayer d'écouter, si tu es prêt, l'extrait. Non, attends, oui, tu disais quoi? On va essayer d'écouter l'extrait concernant cette décision de suspension de l'accord de pêche durable avec l'Union européenne. En date du 4 juin 2025, le président de la République a instruit le gouvernement, et plus particulièrement la ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, de procéder à la suspension de l'accord de partenariat de pêche durable, APPD, entre le Gabon et l'Union européenne. Cette décision repose sur 3 constats majeurs. D'abord, un accord économiquement déséquilibré,
En effet, des navires européens prélèvent du poisson de nos eaux en échange d'une compensation financière annuelle, mais cette compensation est largement inférieure à la valeur réelle des captures. En clair, le Gabon donne beaucoup, mais le Gabon reçoit peu, trop peu. De plus, les produits de la pêche sont exportés sans transformation locale et donc sans création d'emplois ni structuration de filières. Aucun impact structurant sur notre économie, en ce sens que les promesses d'appui à la modernisation du secteur halieutique gabonais n'ont à ce jour pas produit de résultats probants. Et enfin, une inquiétude croissante sur la durabilité de nos ressources, l'accord n'ayant pas permis de garantir un suivi scientifique rigoureux des stocks et un contrôle transparent des prélèvements faisant peser un risque réel de surexploitation. C'est pourquoi notre pays a notifié à l'Union européenne la suspension immédiate de cet accord. Cela ne signifie pas une fermeture, mais traduit davantage l'expression d'une volonté ferme de renégocier un partenariat plus juste, plus équitable, plus souverain. Le temps est venu de reprendre la maîtrise de nos ressources, de défendre notre souveraineté économique et de bâtir des partenariats où le Gabon est traité avec dignité. Bâtir des partenariats où le Gabon est traité avec dignité, je pense que c'est tout le sens de cette décision, parce que quand on regarde de près, on nous dit qu'en il y a un prélèvement qui est fait, du moins il y a la pêche, mais ce qui est reversé au Gabon, de ce que j'ai en compensation, est infime. Bon, infime à quelle hauteur? De ce que moi j'ai pu trouver comme information, il semblerait que cet accord dit qu'on devrait verser au Gabon 17 milliards. Bon, le gouvernement démentira si tant est que ce n'est pas le cas, dans la mesure où en ce moment, il y a beaucoup de pays qui dénoncent cet accord. Vous avez par exemple le Sénégal qui refuse aussi les 16 milliards de francs CFA qui lui sont donnés, même si dernièrement, il paraîtrait que la Côte d'Ivoire aurait accepté 2 milliards de francs CFA. Bon, n'empêche que pour le Gabon, de ce qui est dit, c'est autour de 17 milliards de francs CFA. Le Gabon trouve que peut-être ces 17 milliards de francs CFA ne sont pas suffisants. Suffisants par rapport au niveau de pêche. Vous avez l'Espagne, la France et le Portugal qui sont autorisés à pouvoir pêcher dans nos eaux pour les besoins de leur économie halieutique. Maintenant, quel est le retour pour le Gabon? Le retour pour le Gabon dans cet accord, c'était de dire: nous allons accompagner l'industrialisation de la filière, du moins la structuration de la filière localement. Mais quand on regarde aujourd'hui, ça c'est un deuxième point, il n'y a aucune implication réelle de ces pays-là en ce qui concerne la structuration de la filière pêche au Gabon. Et au-delà même de l'Union européenne, quand on regarde le CAPAL est l'œuvre de qui? Du Japon. Du Japon, c'est pas la France, c'est pas le Portugal, c'est pas l'Espagne, ce n'est même pas l'Union européenne. Ainsi de suite, on a aussi l'équivalent du CAPAL à Lambaréné, tout le projet, c'est le Japon. Voilà, c'est le Japon. Où est la France là-dedans? Où est l'Espagne là-dedans? Où est le Portugal? Où est même l'Union européenne là-dedans? Il n'y en a pas. Donc à partir de cet instant, comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre, où nous avons un déficit en termes d'emploi, nous soyons capables de pouvoir continuer dans ce type d'accord où vous avez vous-même dit que nous, on va venir vous aider à structurer ce secteur en compensation de ce que nous prélevons dans vos eaux. Et vous êtes absent. Donc, ça fait un manque d'emploi. Deux, on ne fait aucune transformation, du moins, il n'y a aucun traitement des poissons qui sont pêchés localement. Il n'y a même aucune représentation des entreprises de pêche de ces pays-là à Libreville. Je ne pense pas que quelqu'un connaît même les entreprises qui pêchent dans nos eaux et qui ravitaillent les marchés européens. Je ne sais pas. Ensuite, on voit bien que il y a là un manque à gagner pour le Gabon. Si, à l'époque, lorsque on proposait, par exemple, j'aime bien revenir sur cette question parce qu'elle avait été faite, du moins, elle avait été, il y a eu des railleries autour. Lorsqu'on a eu il y a eu la proposition par Pascal Ouagny-Amboué
de professionnaliser le métier des cueilleurs de poissons, mais tout le monde a pris ça comme un objet de moquerie. Alors que ça aurait été un premier pas. Ensuite, vous imaginez que depuis que le Gabon existe, nous n'avons même pas une école de pêche. Nous n'en avons pas. Ou une école dédiée au service de la mer. Je ne sais pas si tu en connais. Peut-être je peux ne pas savoir où ça se situe. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce type d'accord a vocation à permettre à ce que les pays qui sont partenaires bénéficient d'un certain nombre d'accompagnement, d'aides, de structures, d'infrastructures, afin de pouvoir localement aussi encourager les nationaux à s'investir dans le secteur. Et pourquoi pas faire en sorte que les nationaux deviennent les ravitailleurs des entreprises qui sont friandes du poisson qui est pêché dans nos eaux. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on voit bien que à partir de cet instant, il y a un souci. Ensuite, vous avez la question du contrôle. Quand j'écoute un tout petit peu le conseiller spécial porte-parole, j'ai l'impression que nous sommes un peu dans l'esprit que beaucoup disaient à l'époque du secteur pétrolier où on pompait du pétrole au Gabon, mais personne ne connaît la quantité réelle de ce qui est pompé. Il y a des gens qui viennent pêcher dans nos eaux, mais on ne sait pas combien de tonnes ils pêchent par an. Il n'y a aucun contrôle. Quelles sont les espèces prisées? On sait au moins que quand les Chinois viennent en majorité au Gabon pour pêcher du thon, et on voit souvent des campagnes d'arraisonnement des bateaux chinois pour qu'il y ait au moins une quote-part, celle qui est promise dans l'accord de pêche entre la Chine et le Gabon en matière de pêche du thon, qui soit reversée au Gabon. Mais ces pays-là, quelle est la quote-part? Quel est le niveau de prélèvement? Quelles sont les espèces prisées? Combien de tonnes font-ils convoyer en Europe? On ne sait pas. Donc, à partir de cet instant, tout ceci fait que lorsqu'on est suffisamment lucide et qu'on est en voie de chercher véritablement à combattre le chômage et à créer des poches qui permettent de trouver des emplois, eh bien, on s'attaque, du moins, on dénonce ce type d'accord et on fait en sorte que peut-être, à la longue, il y ait un meilleur retour sur la table et des discussions, soit on fait augmenter la rétribution financière qui est accordée par rapport à ce contrat, ou les pays où cette communauté-là s'engage réellement à respecter les différents points inclus en termes d'obligations qui lui sont faites dans l'accord. D'accord. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, le Gabon a suspendu, comme il a si bien dit, ne s'est pas fermé. On suspend pour permettre à ce qu'il y ait peut-être une meilleure négociation. On verra ce qu'il en sera dans les prochains jours, même si l'Union européenne a déjà fait une communication dans laquelle ils ont pris acte de la notification qui a été faite et on dit respecter la souveraineté du Gabon. Donc, c'était un point important sur lequel il fallait revenir parce que nous sommes là véritablement dans une situation où il faut restructurer la physionomie de l'économie gabonaise. On a besoin aujourd'hui que nos ressources nous profitent en premier, mais en profitant, il faut que ça crée de l'emploi, il faut que ça génère des bénéfices sur le plan fiscal et même pécunier, aussi bien pour le Gabon que pour tous les opérateurs, mais il faut que ça se passe dans le respect des accords qui sont mis en œuvre. D'accord, il y a beaucoup d'auditeurs qui envoient des messages pour dire qu'il y a une institution universitaire de la mer à Caille, mais c'est pas pour l'État, Ah non, c'est privé. C'est privé, on parle de quelque chose de l'État. Voilà. Là, on parle d'un partenariat entre l'Union européenne et l'État gabonais. C'est dans ce contexte-là que Mosley y parle. Donc, oui, Mosley, on va repartir. Deuxième sujet de la journée. Le second sujet de la journée, il est beaucoup plus politique parce que il aborde une question intérieure dans la mesure où on a récemment Monsieur Jean-Valentin Leyama qui a fait sortir une communication dans laquelle il mettait en exergue l'idée que l'article 82 du Code électoral, que j'ai pu lire, d'ailleurs j'ai le code sous mes yeux, cet article 82 alinéa 3 dit ceci exactement: tout élu en qualité d'indépendant ou tout élu devenu indépendant à la suite de la dissolution du parti qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique
légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection. Bon, dans son commentaire, il fait la translation avec le chef de l'État qui est en voie de créer une nouvelle formation politique, du moins qui est, de ce qu'on dit, en train de chercher à officialiser sa formation politique, et que pour lui, si Oligui Nguema qui s'est porté candidat indépendant, Il est indépendant. oui, à la dernière élection présidentielle, décidait de créer cette formation, en étant membre, il tombe sous le coup de cette loi. Donc, à partir de cet instant, on peut voir en filigrane qu'il y a l'idée derrière que si Oligui Nguema crée sa formation politique, l'anime, ce qui va advenir, c'est qu'on va annuler l'élection présidentielle, dans la mesure où la loi elle-même reste floue. Elle ne dit pas que ça concerne uniquement les députés, ou uniquement les sénateurs, ou encore les conseillers municipaux, ou le président de la République. Et ne fait même pas d'exemption sur la fonction de président de la République. Donc, à partir de cet instant, on est dans une situation où, quand on regarde bien, il a envie peut-être de tirer l'attention de tous ceux qui démissionnent des différentes formations politiques et qui voudraient adhérer au parti de l'IRI, que même si il venait à l'esprit, si vous n'avez pas démissionné, bien sûr, 4 mois avant, selon le nouveau code électoral, il faut démissionner 4 mois avant. Si vous n'avez pas démissionné 4 mois avant la date du scrutin, toute adhésion sera frappée de nullité. Donc, à partir de cet instant, même si Oligui lui-même, qui, en cours de mandat, choisissait de devenir membre de la formation qu'il va devoir créer, il peut arriver qu'à un moment donné, on soit dans une situation où il tomberait sous le coup de la loi. Et s'il tombe sous le coup de la loi, c'est clair qu'on va arriver à un moment où il y aura un rappel. Il y aura certainement des gens qui vont faire appel à la lecture du droit et de pouvoir annuler son élection et peut-être, pourquoi pas, repartir à une nouvelle élection présidentielle. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, les camps s'affrontent parce que il y a Jean-Valentin Yama qui l'a dit, j'ai pu discuter et entendre d'autres personnes qui disent non, le président peut créer le parti sans être membre. Bon, est-ce que c'est plausible? Est-ce qu'on ne va pas arriver à une situation où, si tant est que, comme le disaient certains, le projet est dans le pipe et que, de ce que j'ai pu entendre, il y avait la volonté de pouvoir le rendre officiel le 21 juin, ce 21 juin. Bon, certainement que des questions d'agenda en rapport avec aussi les obsèques de Firmin Idriss Ngari, le général, vont peut-être chambouler les choses, mais ce qui est sûr, c'est que cette disposition du code électoral est quand même ambiguë. Tout est lu, ambigu. Parce que si tant est que on aurait voulu que le chef de l'État ne soit pas, du moins, que ceux qui aimeraient créer des partis, qui a un droit constitutionnel, parce qu'il faut le rappeler, sur le plan constitutionnel, il a le droit de créer un parti. Mais est-ce qu'il a le droit de créer un parti alors qu'il a été indépendant durant l'élection précédente? On parle de créer ou bien d'adhérer à un parti qui existe déjà. Que tu adhères ou que tu crées. Parce que ce qui est évident, c'est que même si c'est le chef d'État qui crée, on ne dira pas que c'est le chef d'État qui crée. Mais il peut passer par d'autres, mais il faudra bien qu'il adhère pour pouvoir donner du cachet à cette formation politique naissante. Maintenant, on va voir. Est-ce que le parti qu'on dit qu'il est dans le pipe va quand même être créé? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un courant au niveau de la prochaine législature qui soit capable de défendre véritablement les idées de Oligui Nguema, qui soit capable de défendre ses actions, qui soit capable de l'accompagner dans la réforme, du moins les réformes qu'il envisage pour le Gabon, et qu'il ait une majorité confortante. Soit il va se passer de la création de ce parti, du moins de le rendre officiel, si on tient compte de ce qui se dit. Ensuite, il peut-être encore s'appuyer sur l'ensemble de tous ses partenaires, les envoyer en ordre de bataille. Ceux qui reviendront vainqueurs, mais à condition que, au retour, tous fédèrent autour de lui, comme c'est le cas en ce moment. Bon, on verra, mais Jean-Valentin Yama a eu le mérite de pouvoir lancer le pavé dans la mare et montrer qu'il y a quand même des insuffisances encore
dans le code électoral. Peut-être qu'il y avait une idée assez intéressante parce que cet article met en avant l'idée que on veut combattre la transhumance politique dont tu parles souvent pour éviter l'opportunisme qui est souvent en cours chez les acteurs politiques gabonais et permettre à ce que les partis politiques soient suffisamment autonomes et que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Lorsque vous avez été investi, vous devez rester dans le cadre de votre parti et de pouvoir militer en son sein et permettre à ce qu'il aille affronter des suffrages qui lui permettent d'exister en tant que parti politique, surtout en ce moment où il y a eu une réforme des partis politiques, où il y a des exigences qui ont été mises en œuvre et que ces exigences impliquent que les responsables politiques soient de plus en plus responsables. Donc, mais on verra ce qu'il en sera. N'empêche qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il y a quand même que la lecture rend difficile la possibilité de croire que le chef de l'État, quoi qu'il puisse créer le parti, soit adhérent, en moins qu'il y ait une antériorité quelconque dans une formation politique. On peut penser au Parti démocratique gabonais, il a quand même servi Omar Bongo. Est-ce qu'il n'avait pas une carte de militant? Comme ça a souvent été le cas pour beaucoup de collaborateurs d'Omar Bongo. Après, on verra. Est-ce qu'il pourra prendre le Parti démocratique gabonais et en faire sa formation, changer de nom peut-être et évoluer sous une autre forme? Donc, c'est autant de questions qui se posent. Maintenant, on verra la suite. Et puis, on est là pour pouvoir continuer à informer la population. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.